Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier numéro, ce premier rendez-vous d'Horizon 21, cette carte blanche, donc nouvelle rubrique au Poste, qui nous a chaleureusement invités donc pour cette carte blanche une fois par mois, qui vous est proposée par les deux médias indépendants Orient 21 et Afrique 21. Donc je rappelle, Orient 21, média indépendant en libre accès, qui s'intéresse donc au monde arabe et musulman et à toutes ces thématiques en lien avec donc la France, l'Europe, etc. Et puis Afrique 21, c'est un peu voilà, le même schéma, mais sur le continent africain. Donc les deux médias, vous l'imaginez bien, ont quand même une zone en commun. Pour ce premier numéro, donc, je suis très contente d'accueillir Sophie Bessis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie, tu es historienne tuniso-française. Ancienne journaliste aussi, on le rappelle, ancienne rédactrice en chef de Jeune Afrique. Et alors, on ne va pas citer toute ta bibliographie parce qu'on en aurait pour un moment, mais je rappelle quand même tes derniers livres. Donc, Je vous écris d'une autre rive, Lettre à Hannah Arendt aux éditions Elisade. La double impasse universelle face à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands. C'est une réédition tout à fait. Chez Rive Neuve avec une nouvelle préface ou une postface. Non, une nouvelle préface et une actualisation. Et une légère actualisation de l'ouvrage. De l'ouvrage. Et puis, le dernier ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, aux éditions Les Liens qui libèrent. 3 maisons d'édition indépendantes d'ailleurs, je souligne, parce qu'on aime bien les maisons indépendantes ici. Tout à fait. Du coup, pour ce dernier ouvrage sur la civilisation judéo-chrétienne, on va revenir justement sur ce curieux doublon, la civilisation judéo-chrétienne, qui, comme tu le soulignes dans le livre, est devenu vraiment d'un usage très commun sur les 40 dernières années. Tout à fait. Tant et si bien qu'on ne l'interroge même plus. Alors justement, on va l'interroger aujourd'hui. Et je vais commencer par une phrase qui est vraiment au tout début de ton texte, où tu écris « Tout dans la civilisation occidentale relève désormais du judéo-christianisme, si bien qu'elle se résume à peu près totalement dans cette double matrice dont les deux composantes semblent être siamoises. » Et ce qui m'intéresse dans cette phrase, alors il y a deux aspects. Il y a l'équivalence entre civilisation occidentale et le judéo-christianisme. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. La première idée, c'est cette espèce de fausse gémellarité entre christianisme et judaïsme, comme si ils avaient été de tout temps les deux composantes d'une même réalité, les deux miroirs d'une même réalité, alors que historiquement, c'est une imposture. Historiquement, c'est un mensonge flagrant, historiquement. Alors je rappelle, parce que je lisais un petit peu la presse juste avant de venir, Monsieur le président du Rassemblement national a été invité officiellement en Israël, non pas par le gouvernement israélien, mais par une officine très proche du gouvernement israélien. Et Monsieur Bardella et ses puissances invitantes parlaient de cette communauté de civilisation judéo-chrétienne. C'est amusant, entre un parti dont une partie de l'ADN quand même a relevé de l'antisémitisme historiquement parlant, et le gouvernement israélien, et les autorités. Le tout pour un colloque de lutte contre l'antisémitisme. Tout à fait, voilà. Donc c'est sous l'égide du ministère. Si ce n'était pas tragique, ce serait amusant. Ouais. Voilà, en fait. Le tout, c'est sous l'égide du ministère de la diaspora israélienne. Tout à fait. Donc dirigé par un monsieur d'extrême droite. Tout à fait. Très proche de Smotrich, je crois, ou de Ben Gvir. Et donc effectivement, tout est fait comme si juifs et chrétiens étaient collés depuis l'origine des temps. Ce qui n'est évidemment absolument pas le cas. On pourrait dire, à la limite, que dans la civilisation européenne, la chrétienté dans la civilisation européenne est quelque chose d'extrêmement important. La civilisation européenne s'est construite sur une base chrétienne. Elle a aussi du judaïsme en elle, incontestablement. Et moi, je préfère la formule de Lévinas qui dit, j'ai oublié lequel de ses ouvrages, l'Europe est fille de la Grèce et de la Bible. Pourquoi pas? Mais cela ne veut pas dire que c'est lié, absolument pas. À la limite, on aurait pu dire une partie de la civilisation européenne est
juive et chrétienne. Mais pourquoi judéo-chrétienne? Pourquoi ce lien si fort? Et ce que j'essaye de montrer dans ce texte, c'est que ce binôme, ce couple, qui est maintenant, dont les deux composantes sont liées comme des frères ou des sœurs siamoises, effectivement, est utile à tellement de monde, est utile à tellement de gens, est utile à tellement d'incidences politiques et idéologiques que je vois mal qu'elle puisse disparaître et que la réalité, que la véracité historique puisse affaiblir cette notion. Parce qu'effectivement, il ne faut tout de même pas oublier, et ça j'insiste toujours beaucoup là-dessus, bon, à partir du moment où le christianisme est devenu religion d'État en Europe, c'est-à-dire au début du IVe siècle, avec Constantin, l'édit de tolérance en 312, je crois, quelque chose comme ça, mais enfin, l'Empire romain adopte le christianisme comme religion d'État, et donc à ce moment-là, l'Europe devient une Europe chrétienne, même si, d'ailleurs il ne faut pas l'oublier, certaines parties de l'Europe, qui sont aujourd'hui parmi les plus chrétiennes, ont été évangélisées très tard. Si on prend la Pologne et la Russie, ça a été évangélisé entre le 9e et le 10e siècle. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement tardif. On oublie également, et c'est important sur le plan historique, puisque la civilisation judéo-chrétienne est censée être européenne uniquement et par extension occidentale, mais que tout de même, le judaïsme comme le christianisme sont nés en Orient. J'entendais le ministre de l'Intérieur, il y a quelque temps, dire, oui, l'Europe est judéo-chrétienne, bien évidemment, et l'Europe s'est construite à Rome, à Jérusalem, jusqu'à plus ample informé, Jérusalem ne se situe pas en Europe. Bon, et donc on essaie de s'approprier ce terme, essaye de s'approprier tout ce qui ressort de l'objet civilisation, même si ce qui ressort de l'objet civilisation est extra-européen. Donc c'est une tentative tout à fait réussie, il faut bien le dire jusqu'à maintenant, d'appropriation d'un certain nombre de fondamentaux civilisationnels de l'Europe qui sont nés ailleurs. Et donc, cela permet aux Européens et aux Occidentaux en général de rejeter tout ce qui ressort de l'Orient dans la constitution de leur civilisation. Et ça, c'est très important, me semble-t-il. Voilà, c'est... Alors, justement, c'est... ce qui nous amène à deux points, c'est il y a d'abord justement donc la reconnaissance, comment dire, il y a d'abord en fait justement dans le fait de la première idée, si on veut, dans cette phrase qui instaure une équivalence en fait entre judéo-christianisme et la civilisation occidentale, cela trace à la fois une frontière culturelle, civilisationnelle, mais aussi géographique. Donc à partir de là, il y a l'Europe, le monde occidental, qui est chrétien et juif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de christianisme ni de judaïsme. Le judaïsme en Orient. Voilà. Bien sûr. En Orient ou ailleurs, hein, ça peut être aussi l'Amérique latine, l'Asie, tout etc. À fait, j'en parle, enfin j'aborde cette question très brièvement. Et que aussi tout ce qui ne relève pas de cette ère géographique ne relève pas de la civilisation. Et donc c'est inclure pour mieux exclure. Et rejeté dans une espèce d'altérité barbare, que l'on retrouve d'ailleurs dès le 19e siècle et même avant. Hein. Ce qui ne relève pas de cette ère géographique, R-A-I-R-E, de cette ère géographique et culturelle, eh bien, est rejeté dans ce domaine indifférencié de la barbarie, en gros. Hein, voilà. Mais cela permet plusieurs choses, ce terme. Effectivement, il ne faut pas oublier que je ne parle même pas du christianisme oriental, qui reste quand même, malgré son affaiblissement depuis quelques décennies, qui reste quand même une composante tout à fait importante. Il n'y a qu'à regarder le rôle que joue cette dimension chrétienne dans ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, qui est très important. Donc, ou au Liban, ou en Égypte. Au Liban, mais je parle de la Syrie parce que c'est une partie de l'actualité. Oui. Mais il ne faut pas oublier que l'Amérique dite latine est quand même très majoritairement chrétienne, presque exclusivement d'ailleurs. L'Afrique centrale et australe est très largement chrétienne, et on ne parle pas de judéo-christianisme dans ces aires culturelles, absolument pas. Ce sont des chrétiens, mais je dirais presque, ce ne sont pas des judéo-chrétiens. Bon, ce qui est quand même... Donc, effectivement, ce terme est circonscrit à l'Europe et à l'Amérique du Nord, et à Israël. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons, bien sûr, voilà. cette part de l'Amérique du Nord, l'Europe
et Israël. C'est quand même une espèce de conglomérat tout à fait intéressant à déconstruire et à décrypter. Alors ça a servi à deux choses principales, me semble-t-il. Bon, d'abord, évidemment, quand on est judéo-chrétien, on ne saurait être antisémite. Et donc cela permet d'occulter près de 2 millénaires d'antisémitisme, d'antijudaïsme d'abord, et d'antisémitisme ensuite chrétien, parce qu'il y a une différence. Oui, voilà, justement. Est-ce que tu veux expliquer un peu pourquoi on parle de judéophobie et ensuite d'antisémitisme? L'antisémitisme est une notion extrêmement moderne. À partir du moment où le judaïsme est devenu hégémonique, il n'a jamais été hégémonique, où le christianisme est devenu la religion hégémonique de l'Europe, le christianisme s'est construit sur la construction du peuple déicide. Le peuple déicide est donc un anti-judaïsme à racines religieuses et ce qui a produit quelque chose d'extrêmement important, qui est que la première altérité contre laquelle s'est construite la chrétienté, c'est l'altérité juive. Comment peut-on dire judéo-chrétien alors que le juif, et j'emploie le singulier parce que c'est un archétype aussi, alors que le juif a été le symbole, l'archétype de l'autre, on peut dire jusqu'au génocide hitlérien. Voilà. C'est le juif, c'est l'autre. Et c'est l'autre oriental. Le juif a toujours été assimilé à l'Orient, dans ses coutumes, dans son habillement, dans ses représentations aussi. Dans sa représentation. Dans sa représentation. Quand on prend toutes les représentations du juif, on a la figure de l'Orient dans toute l'iconographie européenne depuis l'époque médiévale, enfin depuis le haut Moyen-Âge. Donc, comment, par quel procédé, nous allons y revenir, cette altérité est devenue une partie de l'identité. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, peuple déicide, c'est l'anti-judaïsme traditionnel, qui a été l'anti-judaïsme européen, donc le peuple déicide, les juifs tuaient les petits-enfants chrétiens pour prendre leur sang, parce que c'était nécessaire pour la fabrication du pain azime, c'était enfin tous ces fantasmes. Ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs, et c'est ça le grand paradoxe, pour d'autres régions aussi, sous des modes différents, parce que le juif était aussi familier. Il vivait à la lisière de la cité européenne. Le ghetto était à la lisière de la cité européenne. Il était le petit artisan, le petit commerçant, le petit prêteur. On le méprisait, on le haïssait, et il était à la fois, il n'était pas si loin que ça. Voilà. Et c'est toute l'ambivalence du rapport juif-chrétien. Ensuite, traversons les siècles, on arrive au 19e. Le 19e, c'est le triomphe du discours scientiste, complètement. Et la sécularisation de l'Europe à partir des Lumières et à partir de la Révolution française. Donc cette histoire de peuple déicide, etc., ça marchait plus vraiment. C'est le moment où les Juifs deviennent des citoyens. C'est également le mouvement où les Juifs deviennent des citoyens. La France commence, l'Allemagne en fait, la Prusse, mais c'était une espèce d'édit de tolérance, c'est-à-dire que les Juifs et les protestants, à partir de 1780, si mes souvenirs sont bons, peuvent pratiquer librement leur religion. Mais c'est la France qui est la première en Europe, l'Assemblée nationale révolutionnaire accorde les droits, la totalité des droits civiques aux Juifs. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que je fais une petite digression, mais elle me semble très intéressante. En fait, la façon dont ces droits civiques sont accordés, c'est la façon dont se définit la République française. Parce que, bon, on connaît les défenseurs des droits civiques des Juifs, évidemment c'est l'abbé Grégoire, et c'est Clermont-Tonnerre. Et que dit Clermont-Tonnerre pour défendre l'acquisition des droits civiques? Tout accorder aux Juifs comme individus, ne rien leur accorder comme nation. Et c'est extrêmement intéressant, parce que la République française a toujours refusé les communautés. Voilà. Et accorde la totalité, la plénitude des droits à l'individu, sans aucune différence théorique, bien entendu, entre les individus. Et je trouve que cette phrase de Clermont-Tonnerre est fondatrice d'une certaine idée de la République française. Bon, donc, les Juifs acquièrent progressivement les droits civiques, sauf dans l'Empire russe. Sauf dans l'Empire russe et dans ses dépendances.
Où les pogroms vont dans la zone de continuer, résidence. Dans la zone de résidence où justement... Et donc, le 19e siècle, ce siècle scientiste, cesse d'être anti-juif et devient antisémite. Parce que la haine du juif est assimilée à la race. Voilà. Donc, puisque le 19e siècle invente l'anthropologie raciale, et donc la catégorisation du juif entre dans l'anthropologie raciale, c'est une race dégénérée. En fait, c'est une race dégénérée, toujours aussi orientale. Hein. Bon. Oui, parce qu'en fait, il y a une sorte de correspondance qu'on invente entre races et les langues. L'hébreu étant une langue sémite. C'est-à-dire qu'on prend la linguistique, et ça, le meilleur représentant de cela, c'est Renan, qui est un immense érudit par ailleurs. C'était un parfait hébraïsant, un parfait arabisant. C'est lui qui a écrit la biographie d'Averroès et qui a écrit l'histoire de l'avéroïsme. C'est un homme tout à fait fascinant, d'une certaine façon, Renan. Bon, qui a aussi défini ce qu'est la nation, ce qui n'est pas inintéressant. Mais effectivement, cette connaissance encyclopédique qu'il a des langues sémitiques lui permet de dire que les sémites sont inférieurs. C'est quand même extrêmement intéressant. Et de rejeter l'ensemble de ce qu'il appelle les sémites, c'est-à-dire les arabes et les juifs mis dans le même panier, hein, à l'époque, dans quelque chose d'inférieur par rapport aux civilisations aryennes. Bon, qui effectivement découle d'une langue également. Et c'est de la même façon que, bien plus tard, Dumézil, ce pauvre Dumézil, qui a écrit des choses très intéressantes, hein, un très grand linguiste, a été récupéré par les extrêmes droites et par l'arianisme, dont on sait ce que le nazisme en a fait, bien sûr. Et donc, on passe à l'antisémitisme. Et alors, comment dire, les piliers de cet antisémitisme moderne, bon, c'est la race dégénérée, bien entendu, c'est l'argent. Hein. Les Juifs sont riches, la figure de Rothschild est une figure qui est encore utilisée aujourd'hui, d'ailleurs, hein, est une figure. Donc les Juifs, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils vont dominer le monde. Le fameux protocole des sages de Sion, les protocoles des sages de Sion, qui sont donc une invention de la police secrète du Tsar. Ce pamphlet a été diffusé en 1903 ou 1904, je crois, par la police secrète d'Israël. Mais là, on voit la contradiction de l'antisémitisme, comme les contradictions de tous les racismes d'ailleurs, parce qu'en même temps, c'était l'argent et la domination du monde, en même temps, il y a le judéo-bolchevisme. Donc, ce sont les Juifs qui ont apporté le bolchevisme à l'Europe, ce cancer, donc, qu'était le communisme. Il est vrai que dans le mouvement communiste international, les Juifs ont joué un rôle éminent. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà les contradictions. En même temps, c'est l'argent, c'est le capitalisme le plus infâme, et même certains grands personnages de l'histoire européenne appartenant à la gauche ont été contaminés par cela. Je pense à Louise Michel, qui était antisémite. Proudhon aussi. Hein, Proudhon lui prenait l'extermination des Juifs. Proudhon. Donc il y a eu un antisémitisme à gauche incontestable, dont il ne faut pas oublier la prégnance jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Et sans confondre antisémitisme à gauche et antisémitisme de gauche, qui est l'invention. Absolument. Mais, alors donc, on a oublié tout ça avec le judéo-chrétien, cet antisémitisme dont le paroxysme a été évidemment le nazisme et le judéocide. Car il ne faut pas oublier, le nazisme ne vient pas dans un terrain désert. Le nazisme est quelque chose de totalement nouveau, mais est également un héritier. Et je ne parle pas des autres composants du nazisme, mais sur le plan de l'antisémitisme, c'est évidemment un héritier. Et après donc après le judéocide nazi, il ne faut pas oublier que les nazis n'ont pas exterminé seulement les juifs, mais c'est là qu'ils ont le plus exterminé. Les homosexuels, les handicapés. 6 millions de juifs, c'est-à-dire en fait tout le judaïsme européen, tout ce qu'on a appelé le Yiddishland. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, dans ce Yiddishland, qui était ce qu'on appelait la zone de résidence à l'époque tsariste, c'est-à-dire la Russie, les pays baltes et l'Ukraine essentiellement, et la Pologne, où il y a eu l'antisémitisme le plus violent de toute l'Europe, hein, le plus virulent, le plus violent, puisque c'est là que les pogroms les plus violents en fait ont eu lieu en Ukraine. C'était les Cosaques, c'était les Sangs noirs, ont eu lieu en Lituanie. Il ne faut pas oublier que pendant l'époque nazie,
en fait, il y avait à peu près 250 000 juifs en Lituanie. Les Lituaniens n'ont même pas eu besoin des Allemands pour les exterminer. Ils ont été exterminés essentiellement par les Lituaniens eux-mêmes. Bon, l'Ukraine, la Russie, et c'est pour ça qu'il y a eu une émigration juive très importante vers les États-Unis. Je signale d'ailleurs que malgré la naissance du sionisme à cette période-là, ils n'ont pas émigré en Palestine. En fait, ils ne commencent à émigrer vraiment en Palestine qu'à partir de la déclaration Balfour. Ouais. Voilà. Oui, et même après, ils ne commencent à émigrer en Palestine de manière plus systématique quand les États-Unis ferment l'immigration. Oui, tout ça, les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'était à partir de la déclaration Balfour, au XIXe siècle, il y a quelques milliers de personnes, pas davantage, alors qu'il y a des millions d'émigrants juifs vers l'Amérique, pas seulement l'Amérique du Nord, l'Argentine aussi, l'Amérique du Sud, etc. Mais il y a à peine quelques milliers de migrants qui vont vers la Palestine. C'est epsilon par rapport au caractère massif de l'émigration juive venant de la zone de résidence de l'époque. Effectivement, cette émigration juive a commencé à devenir plus importante à partir du développement de l'antisémitisme en Europe et aux États-Unis. Parce que les États-Unis, effectivement, ont tendance à oublier aujourd'hui que dans l'entre-deux-guerres, il y avait un antisémitisme extrêmement important, y compris avec des lois. Y compris avec des lois qui limitaient l'émigration juive vers les États-Unis. Et il ne faut pas oublier, avant la création de l'État d'Israël, après la fin de la guerre, il y a eu plusieurs pays qui ne voulaient pas récupérer les rescapés du génocide et qui leur ont interdit. Donc on connaît toute l'histoire des bateaux qui ne savaient pas où aller. Et donc, effectivement, eh bien, ils sont allés dans ce qu'allait devenir l'État d'Israël. Effectivement. Alors, il y a plusieurs points que tu viens d'aborder, notamment cette question, cette idée qu'il y a une annexion, comme tu le dis dans ton livre, enfin, comme tu l'écris, d'une partie du judaïsme, en fait, en le séparant de sa partie orientale. Tout à fait. Donc, en récupérant... Moi, je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que, bon, donc il y a cette occultation de l'antisémitisme, de cette très longue histoire de l'antisémitisme. On est judéo-chrétien, donc on ne saurait être antisémite puisqu'on est judéo-chrétien. Mais en même temps, si on prend l'histoire du judaïsme, le judaïsme est donc chronologiquement la première des religions révélées dites abrahamiques. Bon. Et donc, le judaïsme a énoncé les premiers universaux monothéistes. Bon, c'est l'énonciation de ces universaux moraux, puisqu'il s'agissait d'un universel moral à l'époque, a été énoncé, bon, les 10 commandements, le tu ne tueras point, etc., etc. Ce sont des universaux donc, qui existent dans le judaïsme, qui ont été repris par la suite par le christianisme puis par l'islam, bien sûr, ces universaux. Mais d'une certaine façon, dire judéo-chrétien et les déjudaïser. Et les déjudaïser dans la mesure où le christianisme s'est emparé de ces universaux et peut dire, par la formule judéo-chrétien, en fait, c'est nous qui avons tout inventé. Voilà, c'est nous qui avons tout inventé. Tout a été inventé en Occident. Et combien d'ouvrages ai-je lus qui vont à l'encontre de toute véracité historique en rapatriant, si je puis dire, ou en apatriant, si le terme existe, le monothéisme, la création du monothéisme en Occident. Le monothéisme est une invention orientale dans ses 3 composantes. C'est une invention orientale dont beaucoup d'historiens, d'ailleurs, font remonter la naissance ou la prénaissance ou la gestation, si l'on peut dire, à la fois en Égypte avec Akhenaton, évidemment, et à la fois dans la religion phénicienne avec Baal-Hamon, qui est un dieu supérieur aux autres dieux. Donc, dans cette idée justement de séparer le judaïsme de son versant oriental, de sa matrice, voilà, ou de sa matrice orientale, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que l'universel occidental qui fait ça.
les Juifs eux-mêmes, en fait, dans l'idée, en fait, à partir du 19e siècle, dans l'idée d'entrer dans la modernité européenne, ils se séparent aussi d'une partie de cette part d'orientalité. Et puis, ce que, d'ailleurs, tu reproches au sionisme, un des reproches que tu fais au sionisme dans Lettre à Hannah Arendt, c'est que le sionisme aussi ignore complètement les Juifs d'Orient ou les Juifs arabes, etc. Oui, d'abord, les Juifs arabes et les Juifs d'Orient, c'est des Arabes, en fait, donc ils ne sont pas civilisés. Bon, ils parlent l'arabe, ils ne parlent pas le yiddish, ni l'allemand. Leur musique est une musique arabe. Enfin, ils ne peuvent pas être civilisés. Il ne faut pas oublier que le sionisme, donc, dont l'idéologie se construit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où les nationalismes triomphent en Europe, à partir de 1848, le fameux printemps des peuples, 1848, et donc, au fond, on pourrait décrire le sionisme, ou qualifier le sionisme, comme une des composantes des nationalismes européens du XIXe siècle, incontestablement. Et l'ouvrage fondateur, qui est évidemment l'ouvrage de Théodore Herzl, L'État des Juifs, et pas l'État juif, l'État des Juifs, eh bien, ouvrage écrit en allemand, bien évidemment, arrime, voilà, je cherchais le terme, arrime le sionisme à l'Occident. Il est vrai, tu parlais tout à l'heure des Lumières, c'est extrêmement intéressant, important, dans la mesure où, au fond, et c'est ce que je dis dans la lettre à Hannah Arendt, que font les Lumières en donnant la citoyenneté aux Juifs? Ils font des Juifs des Européens. Ils ne l'étaient pas, puisqu'ils étaient l'archétype de l'altérité jusque-là. En acquérant la citoyenneté, en entrant dans cette citoyenneté moderne, les Juifs d'Europe, dont il ne faut pas oublier que jusqu'au génocide, ils constituaient l'écrasante majorité des Juifs du monde. C'était 90% des Juifs du monde étaient européens. Et donc, cette modernité juive, qui a été la Haskalah en Allemagne, etc., cette modernité juive était une modernité européenne. La modernité juive parlait l'allemand. Bon, elle a incidemment parlé le yiddish quand il s'est agi du Bund et du socialisme juif de l'Europe centrale et orientale. Mais la modernité intellectuelle juive a parlé l'allemand. Sa langue, c'était l'allemand. Et donc, ils se considéraient comme des Occidentaux, comme profondément des Européens, et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la colonisation n'était pas honteuse. On était au contraire, dans ce moment d'expansion coloniale qui était parfaitement légitime. Et que dit Théodore Herzl dans l'État des Juifs? Bien entendu, le projet sioniste est un projet colonial. Je veux dire, il ne s'en cache absolument pas. Il le dit noir sur blanc en disant « Nous allons apporter la civilisation dans une région barbare ». Voilà, c'est écrit. Et alors, la grande différence avec 1948, avec le moment de la création, là, au moment de la création de l'État d'Israël, la colonisation commence quand même à devenir quelque chose d'un peu honteux. On est plus proche des décolonisations. Voilà, c'est la décolonisation qui commence. Il ne faut pas oublier que 47, c'est l'indépendance de l'Inde. Ce n'est pas n'importe quoi. 48 ou 49, c'est l'indépendance de l'Indonésie, c'est-à-dire le délitement des grands empires. Et donc, à ce moment-là, le sionisme a dû modifier son discours, disons, pour en ôter la rhétorique coloniale et privilégier la rhétorique nationale, la rhétorique du retour, alors que la rhétorique du retour n'était pas prégnante au XIXe siècle, en réalité. C'était... Qu'est-ce qui s'est passé au XIXe? Puisqu'on a parlé de l'Ouganda, on a parlé d'une série de... L'Argentine... Voilà. Mais le sionisme du XIXe siècle était une idéologie parfaitement séculière. Théodore Herzl était un intellectuel juif viennois, parfaitement séculier. Mais il y a même une partie de l'orthodoxie religieuse juive qui a toujours été contre l'État d'Israël, en disant, ou contre le foyer juif, en disant non, Israël ne sera créé qu'avec la venue du Messie. Donc, tout État israélien séculier est une insulte à la promesse biblique du retour. Donc, mais les sionistes, aux différentes périodes de leur histoire, ont toujours eu besoin
des religieux. Toujours eu besoin des religieux. C'était une légitimation. En réalité, cette rhétorique du retour était une légitimation de la création de l'État d'Israël. Et donc, c'est à ce moment-là que le religieux a prévalu, disons. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle M. Netanyahou peut dire aujourd'hui, nous sommes la pointe avancée de l'Occident en terre barbare. L'Occident, a-t-il dit, se termine en Israël. Voilà. Et donc voilà un État qui, quelle que soit sa légitimité ou sa pas légitimité, on en parlera peut-être, mais refuse, avec un entêtement extraordinaire, de faire partie de cet Orient dans lequel il s'est installé. Ce qui est quand même assez... Et donc maintenant, effectivement, là, il y a... Parce que pendant longtemps, le judaïsme a été très contradictoire par rapport à ce judéo-chrétien. Parce qu'il y a cette vieille méfiance juive vis-à-vis de la chrétienté, qui est encore assez solide. Hein. Mais politiquement, il fallait se saisir de ce binôme judéo-chrétien pour le mouvement sioniste, et donc il s'en est saisi, et aujourd'hui, il a apatrié, disons, ce judéo-chrétien, et l'État d'Israël fait partie intégrante, idéologiquement parlant, je ne parle pas de la géographie, on y reviendra, de cet Occident judéo-chrétien. Et alors, cet apatriement, comme je ne sais pas si le terme existe, honnêtement, mais je l'invente, c'est pas grave. On a droit au néologisme. Voilà, on a le droit de faire des néologismes. Et cette construction se fait, donc on a quand même, après une longue histoire d'antisémitisme que tu as exposée, le rachat, en fait, pour sortir, en fait, de cette longue histoire de culpabilité, parce que, justement, ça culmine avec le génocide juif, avec la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une sorte de surcompensation. Tout à fait. À partir des années 60, en fait, du procès Eichmann, en fait. Oui, et plus loin encore. Et plus loin encore, mais c'est... voilà, où, en fait, on a l'impression de basculer de l'antisémitisme au philosémitisme, qui interroge finalement tout autant. Tout à fait. Et moi, il m'interroge beaucoup. Alors, pour reprendre un peu la chronologie, bien entendu, alors tout de suite après-guerre, l'Europe ni les États-Unis ne se sont préoccupés de la spécificité du génocide, du judéocide par rapport à l'ensemble des crimes nazis. Au contraire. Et moi, j'ai interrogé beaucoup de personnes qui étaient des enfants au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui me disaient, mais on ne disait pas qu'on était juif parce que c'était mal vu en 1945. Donc il y avait les déportés. Bon. Les déportés, et moi cela me rappelle cette phrase terrifiante de Primo Levi. Il raconte, je crois que c'est dans Si c'est un homme, il raconte qu'un officier SS ou dans le camp, lui, de toute façon, supposons, je ne le cite pas avec des guillemets, hein, que vous en ressortiez vivant, personne ne vous croira. Vous pourrez raconter ce que vous avez vécu, personne ne vous croira. C'est terrifiant comme formule. Et il est vrai d'ailleurs que les nazis ont détruit les chambres à gaz et les fours crématoires quand ils pouvaient en fuyant. Mais ça, c'est une digression. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, tu as tout à fait raison de pointer le moment Eichmann. Le moment Eichmann, jusque-là, on ne parlait pas, le génocide juif n'était pas un sujet. En fait, la déportation, le nazisme étaient des sujets, mais pas la spécificité du génocide juif. Le procès Eichmann a constitué incontestablement un tournant. Il y a eu des travaux d'historiens d'ailleurs hein, sur ce tournant. Il y a eu évidemment le livre de Hannah Arendt, qui est un livre que l'on a mal compris, je pense, à l'époque. À l'époque, qui a été très mal compris. Elle a subi les insultes les plus épouvantables, puisqu'on l'a même traité d'antisémite. D'ailleurs, dans le même esprit du livre d'Hannah Arendt, il y a eu le film de Eyal Sivan et Ronnie Broman, un spécialiste. Oui, tout à fait, absolument. Qui est un film extrêmement intéressant. Tout à fait. Donc, ce moment Eichmann a permis de mettre au jour la spécificité du judéocide, c'est-à-dire
la volonté, on pourrait le dire de la même chose pour les Roms d'ailleurs, mais comme ils sont moins importants démographiquement, etc., on n'en a pas parlé. Mais je veux dire, c'était la même chose que pour les Juifs. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1 million de Roms à peu près qui ont été exterminés dans les camps d'extermination nazis. Mais donc, et à partir de là, s'est construit, un petit peu après-guerre, mais surtout à partir des années 60, effectivement, s'est construit le travail occidental de déculpabilisation par rapport au génocide. Et il a marché sur 2 jambes. Il a, me semble-t-il, bien entendu, l'aide à la création de l'État d'Israël et la légitimation de cet État pour des raisons évidentes. Il fallait que les rescapés du génocide aient leur propre État, puisque, malheureusement, si je puis dire, l'Europe et l'Occident et le monde juif avec le sionisme ne pouvaient envisager de solution à ce qu'on appelle, entre guillemets, la question juive que par la création d'un État juif. Mais, et il y a certains écrits là-dessus, ça permettait aussi la création de cet État juif, de faire qu'il n'y ait pas trop de juifs en Occident non plus. Il ne faut quand même pas oublier cet aspect qui a joué, incontestablement. Mais historiquement, qui a joué, on sait que Théodore Herzl, quelque part, enfin, il concevait que l'antisémitisme était un allié. Il ne concevait pas, il a dit dans l'État juif, il dit les antisémites seront nos meilleurs alliés. C'est des alliés objectifs. Voilà, voilà, les antisémites seront nos meilleurs alliés, c'est dit noir sur blanc dans l'État des Juifs. Donc, et il l'a répété à plusieurs reprises. Donc, et ça a été vrai, d'une certaine façon vrai. Donc il y a eu cette aide et ce soutien, non pas seulement à la création de l'État, mais à l'État lui-même, jusqu'à l'époque contemporaine, y compris dans ses dérives, bien sûr. Et ensuite, tu sais que les Occidentaux se sont instaurés, auto-instaurés, les concepteurs, les dépositaires, les garants de ces fameuses valeurs universelles. Des valeurs qui font que l'humain est l'humain, que l'humanité est l'humanité. Et donc, c'était même, ils se sont institués comme les seuls dépositaires et garants de ces valeurs. Quels qu'aient été les crimes commis durant les conquêtes coloniales, qui ont quand même violé ces valeurs allègrement, mais on les a oubliés. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'études en ce qui concerne l'Allemagne pour dire que le génocide des Herero et des Nama en Namibie a été une répétition générale des génocides de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais peu importe, c'était les garants et les dépositaires. Seulement, même si les crimes de la conquête et de l'occupation coloniale ont été occultés, là, il y avait quelque chose de très très gros, qui était le génocide. Parce que sur le sol européen. Sur le sol européen, c'est ce que dit Césaire dans le discours sur le colonialisme, en disant si ça a pris tellement d'importance, bon, je trouve qu'il exagère un peu quand même. Je trouve qu'il est non, il a tort et raison dans cette formulation, parce que quand il dit en fait, qu'est-ce qu'il dit Césaire? Il dit c'est ce n'est pas le crime, c'est le crime contre l'homme blanc. Voilà. C'est plus compliqué que ça, quand même. Bien sûr, il y a cette dimension-là. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Je pense que Césaire, qui était un homme qui avait beaucoup de finesse et beaucoup de culture, aurait pu aller être plus nuancé, mais il ne faut pas oublier que le discours sur le colonialisme est un pamphlet. Hein, donc, c'est une littérature. Le discours sur le colonialisme fait partie de la littérature pamphlétaire. Donc la littérature pamphlétaire est toujours un peu simplificatrice, incontestablement. C'est pour ça que moi je n'ai jamais écrit de... Je ne me compare pas à Césaire, hein. Je n'ai pas la grosse tête. Mais j'ai toujours évité le ton pamphlétaire en fait dans ce que j'écris. Ce n'est pas ma façon d'essayer de démontrer des choses. Parce que le pamphlet ne démontre pas, il proclame, il dit. Parfois avec un talent extraordinaire. Si on prend les écrits de Marx, qui est un très grand pamphlétaire, ça fait partie de la grande littérature, à mon sens, comme Césaire. Mais bon, donc, ça encore, excuse-moi, je fais beaucoup de digressions. Non, mais tu as le droit, et on a le droit. Je fais beaucoup de digressions. Et donc, il fallait, ce que je dis dans ce petit essai, je dis,
au fond, ces valeurs ont été elles aussi consumées dans la fumée des crématoires. Donc il fallait les restaurer. Il fallait les restaurer, c'est-à-dire restaurer l'innocence de l'Occident. C'est une notion très importante, sur laquelle tu ne t'attardes pas beaucoup dans le livre, mais qui est vraiment importante. Elle est fondamentale, cette notion d'innocence. Et pour restaurer l'innocence de l'Occident, il faut qu'Israël soit innocent, soit l'éternelle victime, et la victime est toujours innocente, bien sûr. Il n'y a pas de victime coupable, sauf peut-être les femmes dans les questions du viol. Et donc, il fallait et il faut aujourd'hui, pour que l'Occident garde cette innocence qui a été restaurée au lendemain de la catastrophe nazie, eh bien, il faut que Israël soit l'éternel innocent, reste la victime. Et ça, aujourd'hui, je pense que cette question d'innocence, que cette question de culpabilité est une question absolument fondamentale dans les débats d'aujourd'hui, me semble-t-il, dans les débats contemporains. Je reviens, juste pour finir cette séquence, sur ce que tu disais sur antisémitisme et philosémitisme. Effectivement, moi je suis extrêmement méfiante par rapport à ce délire philosémite auquel on assiste aujourd'hui en Europe et dans l'Allemagne et l'ACME. L'Allemagne a beaucoup de choses à se reprocher, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais je veux dire, et pour moi, pourquoi je m'en méfie? Parce qu'il me semble que ce philosémitisme exacerbé est l'autre côté de la médaille du rapport aux Juifs. Un côté, c'est l'antisémitisme, l'autre côté, c'est le philosémitisme. Et qu'est-ce qui rapproche ces deux côtés? C'est l'exceptionnalité du Juif. Le Juif est toujours exceptionnel. Et moi, ce que je réclame, à la limite, c'est une bienheureuse indifférence. Oui, j'essaye de à la fin, retrouver le passage où voilà, c'est jamais le juif n'est comme les autres, jamais il ne peut être un humain ordinaire, ayant droit à la salutaire indifférence de ses contemporains, jadis ployant sous l'opprobre, chargé de cette culpabilité dont rien ne pouvait le soulager, il s'est transmué en innocent ontologique et rien, aucun crime commis en son nom n'est susceptible d'interroger cette innocence. Et là, moi, quand j'ai lu ça, j'avais en tête la voix de M. Stéphane Séjourné, ancien ministre des Affaires étrangères, qui avait dit donc, à l'Assemblée nationale on ne peut pas accuser l'État juif de génocide. Ah oui. C'est une sentence. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves, ce n'est pas parce que on ne peut pas. On ne peut pas. Moi, avec le terme de génocide, je précise exactement ma pensée. Je pense que la guerre qu'Israël mène à Gaza a une incontestable dimension génocidaire. Ça, je veux dire, toutes les preuves sont là de cette dimension génocidaire. Et dans certains secteurs, malheureusement très importants de l'opinion israélienne, il y a une intention génocidaire également, qui est ce que je dis. Simplement, c'est, quelle que soit cette dimension, quelle que soit cette intention, les Israéliens ne pourront pas exterminer 2,5 millions de Palestiniens. Donc ce génocide ne peut être qu'un génocide raté. Bon, alors il y a des dimensions qui sont catastrophiques pour l'avenir des Palestiniens, qui est ce qu'on appelle l'urbicide, le culturocide, etc. C'est-à-dire détruire toute trace d'une personnalité palestinienne qui remonte à la plus lointaine antiquité. On ne les appelait pas les Palestiniens, après tout dans la Bible il y a les Philistins. Ouais. Hein. Et si on prend la prononciation arabe ou hébraïque, c'est le Palestine. Donc c'est vraiment, le mot est là. Mais ce génocide n'aura pas lieu, en fait, parce que il me semble, à moins que je sois exagérément optimiste, si je peux dire, qu'aujourd'hui, on ne peut pas exterminer 2,5 millions de personnes, comme ça. Ça me paraît... Alors, je dis, la dimension génocidaire est là. L'intention génocidaire est là. La dimension génocidaire, elle est dans ce qu'on appelle l'urbicide, le culturicide, etc. Quand on voit ce qui a été fait, quand on regarde les photos de ce qui a été fait, le musée de Raza, la mosquée... les mosquées, les églises, les universités, c'est tout. Les cimetières... On a 80% quand même de Gaza qui a été... les cimetières. Donc l'intention génocidaire est là, effectivement. Mais tu as tout à fait raison de dire, quand M. Séjourné et d'autres disent
les Israéliens ne peuvent pas commettre de génocide parce que on ne peut pas passer. Si Israël passe du statut de victime au statut de bourreau, ça change tout. Ça change absolument tout. Ça détruit le narratif. Totalement, bien entendu. Et c'est pourquoi, aussi bien les Occidentaux, la majorité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a heureusement en Occident, en Europe comme aux États-Unis, des gens qui se battent courageusement contre ce narratif hégémonique. Hein, et l'espoir doit porter sur ces gens qui se battent courageusement contre ce narratif hégémonique. Mais, effectivement, Israël ne peut pas passer du statut de victime au statut de bourreau. Or, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et moi, je considère cela, je le dis, je crois, comme un séisme. Comme un séisme. Pourquoi? Et c'est très important. Et c'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles il faut avoir peur de la politique israélienne. Israël prétend, à tort, représenter tous les Juifs. La totalité. Ce qui est totalement faux, évidemment. Il y a à peu près la moitié des Juifs du monde, plus ou moins, qui vit aujourd'hui en Israël, une petite moitié des Juifs du monde. Une autre petite moitié vivant aux États-Unis, et le reste disséminé en Europe et en Amérique latine, essentiellement, puisque l'Argentine est un des pays, il y a 200 000 Juifs, je crois, quelque chose comme ça en Argentine. Je me trompe peut-être, mais pas sur l'ordre de grandeur. Donc, Israël prétend représenter tous les Juifs, ce qui n'est pas vrai. Mais donc, pourquoi c'est un séisme? Si Israël représente tous les Juifs, et si on ne déconstruit pas cette affirmation, alors les Juifs vont être comptables des crimes commis par l'État d'Israël. Et c'est pourquoi il y a un très important mouvement juif, à mon avis, aujourd'hui, qui dit pas en notre nom. Oui, notamment aux États-Unis. Notamment aux États-Unis, avec Jewish Voices for Peace et plusieurs. Pas en notre nom. Oui. Et donc c'est très important. Et puis en France, avec l'UJFP, Tzedek, etc. Tout à fait. Bon, bien que je ne sois pas sur la même longueur d'onde que le JFP. Parce que je pense que le JFP sous-estime l'antisémitisme. Et on n'a pas à le sous-estimer. Et ignore totalement l'antisémitisme dans le monde arabe. Ça ne fait pas partie de sa préoccupation, moi je veux bien. Mais il ne faut pas oublier que quand même, dans le monde arabe, moi je le dis dans la lettre à Hannah Arendt d'ailleurs, le départ des Juifs de ce monde arabe au sens large du terme est dû à la conjonction de deux exigences, de deux nationalismes. Le nationalisme sioniste, qui voulait récupérer les Juifs du monde arabe, dans la mesure où un État ne peut pas être créé uniquement par des intellectuels. Bon, il faut un prolétariat. Il faut un prolétariat. Le prolétariat juif européen avait été exterminé totalement. Il était mort dans les chambres à gaz. Il n'y avait plus de prolétariat juif européen, ou dans des proportions infimes. Le seul prolétariat juif qui existait, c'était les Juifs arabes. Donc il fallait aller les récupérer. Et l'agence juive est allée faire son travail pour faire émigrer ces Juifs arabes vers le nouvel État d'Israël. Mais en même temps, le nationalisme arabe voulait se débarrasser de ces Juifs, parce que quel est le fond, le pilier fondamental de tout nationalisme? C'est le refus d'une altérité intérieure et l'homogénéité autour d'une identité exclusive. Et donc, le nationalisme arabe a expulsé du monde arabe sa part juive. Alors, c'est intéressant, ça c'est effectivement un point sur lequel aussi je voulais qu'on s'arrête, que tu abordes en fait dans ton essai, où tu reproches en fait quelque part au monde arabo-musulman, au monde arabo-turco-iranien, d'avoir récupéré le judéo-chrétien. Oui, d'avoir en fait, à leur tour en fait, ils adoptent aussi cette grille de lecture, un peu comme avec le choc, enfin l'idée de choc des civilisations, donc d'auto-s'exclure en fait quelque part. L'exclusion a provoqué une auto-exclusion. Oui, tout à fait. Et en fait, alors il y a deux points. Tu pointes la responsabilité du sionisme chrétien, qui est une des très intéressantes. Mais juste avant d'en venir au sionisme chrétien, sur cette idée de double responsabilité des nationalismes que tu développes effectivement surtout dans Lettre à Hannah Arendt,
il y a aussi la responsabilité des colonialismes quand même. C'est la colonisation aussi qui a Oui. divisé. Oui et non. On a quand même le décret Crémieux, on a quand même le fait de forcer les Juifs ou de pousser les Juifs à aller dans les écoles françaises, donc de séparer par la langue aussi du reste de la population. D'abord, on ne les a pas forcés, c'est ça le problème, pas tellement. Parce que quand on a voulu refuser, je prends la Tunisie, les Juifs djerbiens ont refusé les écoles de l'Alliance israélite universelle. Il n'y en a jamais eu à Djerba. Donc ils n'ont pas été francisés, les Juifs djerbiens. Alors, juste pour expliquer pour les non-tunisiens, c'est Djerba, île du sud-est tunisien, qui compte en fait aujourd'hui la principale communauté juive de Tunisie. Effectivement, il y a un judaïsme extrêmement ancien. Et où se trouve la plus vieille synagogue d'Afrique. Tout à fait, la Riba, la plus vieille synagogue d'Afrique. Alors, moi, je le répète souvent, je pense qu'il faut détruire deux légendes complémentaires, enfin, qui se font face. D'un côté, la légende noire, qui dit, en fait, la vie des Juifs dans le monde arabe, dans le monde musulman, n'a été qu'une longue litanie de persécutions. Ça a été un enfer épouvantable dans toute l'histoire. C'est évidemment faux. La légende dorée, c'est ils s'entendaient merveilleusement, ils s'embrassaient tous les jours, ils s'adoraient, et la colonisation a tout fichu en l'air. C'est faux. Voilà, les deux sont faux. Bon. Parce que, effectivement, les Juifs avaient un statut discriminatoire dans le monde arabo-musulman, qui était le statut de l'Azema. J'en parle un petit peu dans cet essai, effectivement, à une époque, il est vrai, où toutes les sociétés étaient des sociétés à statut. La notion d'égalité entre citoyens n'existait nulle part. Donc l'inégalité était la règle, mais les Juifs étaient donc des inférieurs, ils relevaient donc c'était les Ahl el-Kitab, c'est-à-dire que dans l'islam, les chrétiens et les Juifs ne sont pas des païens. C'est les gens du livre. Ce sont les gens du livre, et leur faute est d'avoir refusé la dernière partie de la révélation. Voilà. Donc, ils ne sont pas païens, mais ils n'ont pas voulu recevoir la dernière partie de la révélation. Donc, ils ont un statut particulier, que le statut de la femme. Qu'est-ce que c'est que ce statut? C'est contre le paiement d'un impôt de capitation spécifique. Ils peuvent pratiquer leur religion librement et être gouvernés sur le plan de ce qu'on appelle les statuts personnels par leur propre loi, par la loi mosaïque. Bon. Et avoir droit à la protection de l'État, du coup. Oui, ce qui n'a pas toujours été le cas, justement. C'est-à-dire qu'il y a eu, bien évidemment, des épisodes de discrimination à plusieurs périodes de l'histoire, y compris de persécution. Je pense, par exemple, au XIIe siècle, les Almohades ont largement persécuté les Juifs. Il y a eu donc des épisodes discriminatoires, y compris à l'époque contemporaine. Donc, dire... Alors, toute colonisation s'est divisée pour régner. Donc, alors, il est évident que tu prends l'exemple du décret Crémieux, effectivement. Le décret Crémieux en Algérie a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie dans les 3 départements. Donc, ça a d'ailleurs donné lieu à un pataquès à l'indépendance assez intéressant, dans la mesure où, comme le sud, le Sahara, était un territoire militaire et ne faisait pas partie des 3 départements français, on a découvert à l'indépendance que les Juifs du Mzab, de Biskra, des Oasis n'étaient pas français. Ils ne relevaient pas du décret Crémieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est quand même symptomatique. L'État algérien indépendant a dit à la France, vous les prenez, on n'en veut pas. Il ne faut quand même pas oublier cela. Hein. On n'en veut pas. Ils ne sont peut-être pas français, mais ils ne sont pas algériens. Voilà. Donc, il y a eu je ne sais plus quel procédé juridique qui a fait qu'ils ont bénéficié de la nationalité française. Et donc, bien sûr, mais il ne faut pas oublier ce trait particulier de la perception des Juifs dans le monde arabe. C'est que le Juif local, le Juif indigène, et il ne faut pas oublier que la quasi-totalité des Juifs en Orient étaient des Juifs locaux, des Juifs indigènes. Au Maghreb, des Juifs berbères judaïsés. Ailleurs, on sait que le judaïsme existe dans la péninsule arabique depuis très longtemps, et qu'il y a eu des royaumes juifs au Yémen. Bon. Mais au fond, quand on regarde cette perception, le Juif n'est pas un étranger, mais ce n'est pas un national non plus. Le Juif est dans une espèce de zone intermédiaire
qui fait qu'il n'est ni étranger ni national. C'est-à-dire que, bon, à partir des indépendances, il a eu droit à la citoyenneté. Mais en même temps, il ne fait pas partie du peuple organique. Il n'est pas considéré comme faisant partie du peuple. Et donc, il se trouve que ces ambiguïtés de la relation ont fait que une grande partie des Juifs, pas leur totalité, ont vu dans la France, si je me limite au Maghreb, un agent de leur propre émancipation, incontestablement. Voilà, en disant, la France, c'est la République, c'est l'égalité, etc. Nous ne sommes pas des égaux, et c'est par la France que nous allons nous émanciper. Et il est vrai qu'il y a eu, dans une majorité des populations juives maghrébines, une adhésion, disons, à ce qu'on peut appeler la République française. Voilà, à ces fameuses valeurs de la République française. Pas tous, puisque certains, nous parlions des Juifs gerbiens à l'instant, ce sont des Juifs très traditionnalistes, et il y a eu évidemment une partie minoritaire, il faut bien le reconnaître, mais qui a existé et dont il ne faut pas oublier l'existence de Juifs qui sont battus pour l'indépendance, qui ont beaucoup de Juifs communistes, comme dans le monde entier, bien sûr, et donc il y a eu, mais ils n'ont pas été récompensés aux indépendances de leur adhésion à la lutte pour l'indépendance. Ils ont subi de puissantes discriminations qui fait que même eux ont fini par partir. Et donc effectivement, alors qu'est-ce qui se passe pour revenir aux judéo-chrétiens? Ça c'était pour redonner, disons, une profondeur historique à cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a eu la construction de cet objet judéo-chrétien, eh bien, une partie du monde arabe a dit voilà. Alors, ce dont nous avons très peu parlé, c'est le fait que ce judéo-chrétien exclut l'islam du triptyque monothéiste. C'est une exclusion religieuse, culturelle et géographique. C'est les trois. Alors que, historiquement, il n'y a jamais eu de séparation. Bien entendu, jamais. Et je vais même beaucoup plus loin. C'est qu'au fond, il y a beaucoup plus de parenté religieuse, culturelle, entre le judaïsme et l'islam qu'entre ces deux-là et le christianisme, incontestablement. Sur le plan des rituels, sur le plan bon, l'islam a beaucoup... Et même, il y a une culture judéo-arabe, il y a une musique judéo-arabe. L'Espagne, il y a eu quand même, dans l'Espagne, une culture judéo-musulmane, incontestablement, qui est extrêmement importante. Et tout cela est exclu par le concept, par la notion, parce que ce n'est même pas un concept, par la notion de judéo-chrétien. On a voulu exclure tout cela avec cette notion. Malheureusement, le monde arabe aussi, c'est-à-dire que cette exclusion s'est transformée en auto-exclusion. On vous l'avait bien dit qu'il y a un complot judéo-chrétien contre nous. Voilà, c'est un discours que l'on entend souvent dans le monde arabe. Il y a un complot judéo-chrétien contre nous, et il y a les judéo-chrétiens d'un côté, qui sont les ennemis emblématiques, c'est la colonisation, c'est l'État d'Israël, etc. Et puis il y a les arabo-musulmans de l'autre. Voilà. Et comment, en fait, le monde arabe s'est approprié cette notion en excluant la dimension juive de l'histoire du monde arabe. Cette dimension juive est importante, mais si on prend dans n'importe quel pays arabe aujourd'hui, sauf au Maroc, il n'y a dans aucun livre scolaire, dans aucune, il y a l'existence d'un judaïsme arabe. C'est totalement occulté, totalement. Puisqu'on dit même, alors dans les journaux algériens, parce qu'il y a eu tout un scandale il y a quelques mois, alors, sur la Kaena, cette fameuse héroïne berbère qui a résisté aux Arabes, qui a été la dernière résistante à l'invasion arabe, qui est morte entre 702 et 704 après Jésus-Christ, qui était une reine des Aurès. On connaît très peu de choses de l'Kehna. Ibn Khaldoun dit elle est juive. Elle est juive parce que c'est la reine de la tribu des Jahrawa. On va juste préciser qui est Ibn Khaldoun, donc qui est considéré comme le père de la sociologie du XIVe siècle. Voilà. Du XIVe siècle. Enfin, la Tunisie n'existait pas, mais aujourd'hui, on dirait qu'il est tunisien. Oui. Voilà. Puisque il est né dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie, même s'il a navigué dans la totalité du monde arabe. Et
on le considère comme le fondateur de la sociologie, d'une certaine façon. Et c'est vrai que certains aspects de ses écrits sont d'une modernité tout à fait étonnante pour un écrivain du XIVe siècle. Et donc cet historien, Ibn Khaldun, dit elle est juive, puisque la tribu de Jahalawa était juive, et donc c'est une reine juive. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. Bon, d'autres disent non, elle était plutôt chrétienne. Bon, elle était... Donc il y a un petit peu une controverse savante. Alors, la presse algérienne, il y a quelques mois, reprend l'histoire de Karen en disant « elle n'était absolument pas juive, c'est une insulte à l'Algérie que de dire qu'elle était juive, elle était chrétienne, parce qu'il fallait bien qu'elle soit quelque chose. Bon, elle était chrétienne, et donc, ce discours incendiaire, dont le dernier exemple est le discours de la presse algérienne, c'est pour dire « nous n'avons rien de juif ». Oui, voilà. Parce que c'est aussi, voilà, ce qu'on, Maxime Rodinson parlait du racisme de guerre, c'est avec justement cet amalgame auquel Israël contribue bien sûr, largement. Mais il n'y a pas que ça. Oui, mais voilà. Moi, je reproche très, très fermement aux pays arabes d'avoir voulu occulter cette partie. Prends un gamin tunisien, tout. Il ne sait même pas qu'il y a eu des juifs dans son pays. Il ne le sait même pas. D'ailleurs, à ce propos, quand tu parles des juifs du monde arabe, tu mets les juifs arabes entre guillemets. Pourquoi les guillemets? Alors que dans les lettres à Anna, tu utilises un très joli mot valise qui est juive arabe. Absolument. Puisque je dis je suis une juive arabe et je la colle en un seul mot. Je ne le mets pas entre guillemets dans la lettre à Anna parce que je parle de moi. Et donc, je dis moi. Oui. Mais pourquoi le mettre entre guillemets alors qu'il y a eu des juifs arabes et qu'il y en a encore? Parce que j'ai éprouvé... Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi le mets-je entre guillemets dans la civilisation judéo-chrétienne? Parce que ce terme est contesté aussi beaucoup dans le monde arabe. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser. Je pense qu'il est nécessaire de l'utiliser car il y a eu, qui n'existe plus, un judaïsme arabe. Avec écrit en arabe, enfin, ça c'est plus compliqué que ça, parce que dans la mesure où la langue arabe était la langue du Coran, les Juifs n'avaient pas le droit d'écrire avec l'écriture arabe. Et donc, et c'est un travail que la Bibliothèque nationale en Tunisie est en train de faire, les écrits juifs, y compris Maïmonide, sont écrits en arabe avec une cursive hébraïque. Ok. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser la cursive arabe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, par exemple, dans la Bibliothèque nationale à Tunis, on est en train de traduire tous les manuscrits écrits en judéo-arabe. Mais il faut 2 personnes pour ça. Parce que la personne qui le lit, qui connaît les caractères hébraïques, lit mais ne comprend pas, parce que c'est de l'arabe. Et la personne qui comprend ne sait pas le lire parce que c'est des caractères hébraïques. Donc, c'est des binômes hébreux-arabes qui peuvent décrypter les textes judéo-arabes. Mais donc, il y a cette dimension du judaïsme arabe qui est extrêmement importante. Que certains secteurs aujourd'hui, en Israël même, revendiquent. Je pense à, surtout d'ailleurs, chez les juifs irakiens, le judaïsme irakien a produit beaucoup d'intellectuels, et de langue arabe d'ailleurs, hein, de langue arabe. Et donc, il y a ce retour qui est minoritaire, je pense, hein, mais ce retour des Misrahim, puisque ces Juifs d'Orient sont appelés les Misrahim, en disant, oui, bon, il y a toujours eu, évidemment, en Israël, cette césure très importante entre les Juifs d'Europe, les Ashkénazes et les Misrahim, et aujourd'hui, il y a des mouvements Misrahim en Israël même qui revendiquent leur dimension arabe. Ça existe. On ne peut pas faire tout disparaître tout le temps. Et c'est peut-être quelque chose de rassurant en histoire. Je reviens donc on revient justement à cette auto-exclusion dont on parlait, et donc à cet aspect très intéressant qui est presque oublié aujourd'hui du sionisme chrétien. Et en fait, il y a dans le livre de Jean-Pierre Filiu aussi qui en... Oui, son premier chapitre parle de ce sionisme voilà, chrétien. Et c'est quand même très intéressant parce que en général, voilà, quand on parle de sionisme, on pense au congrès de Bâle, à Théodore Herzl, etc. Mais il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, puisqu'on le retrouve
dans l'entourage de Donald Trump aux États-Unis avec les évangéliques, etc., un sionisme chrétien. Mais tout à fait, les évangéliques d'aujourd'hui sont des sionistes chrétiens. En fait, on peut dater la naissance de ce sionisme chrétien à peu près au XVIIe siècle, en gros. Effectivement, Philus en parle dans son dernier ouvrage, et il y a eu d'autres ouvrages sur ce sionisme chrétien, et il a été très important aux États-Unis, où les États-Unis se sont construits un peu, et moi j'ai toujours pensé que cette proximité idéologique entre Israël et les États-Unis, qui s'est consolidée au fil des dernières décennies, a de lointaines racines. Parce qu'au fond, les premiers émigrants européens, les immigrants du Mayflower, aux États-Unis, avaient la Bible dans une main et le fusil dans l'autre. Et donc, c'était pour eux, la Bible était leur viatique. Bon, la Bible hébraïque, j'entends, hein, pas seulement, pas les évangiles. La Bible hébraïque, c'est-à-dire qu'ils venaient en terre promise. Et après, il y a eu toute l'idéologie de la manifest destiny, de la destinée manifeste aux États-Unis. Dieu nous a donné cette terre, de la même façon que Dieu aurait donné la Palestine aux Juifs. On oublie que dans la Bible, c'est un don conditionnel. Si on lit bien la Bible, le don de la Palestine aux Juifs est un don conditionnel. Mais je ne vais pas venir aux commentaires bibliques, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, il y a ce sionisme chrétien, d'abord où ces chrétiens colonisateurs de la terre américaine, en fait, cette terre américaine, c'était un peu la nouvelle Sion. C'était un peu la nouvelle Sion. Et donc, il y a eu cet apparentement, disons, Lord Balfour, quand il donne... Quand il fait cette fameuse déclaration Balfour qui autorise la création du foyer juif en Palestine, dit « je suis un sioniste ». Bon. Tout en étant antisémite. Tout en étant antisémite. Mais aujourd'hui, une des figures du monde contemporain, c'est le sionisme antisémite. Et les évangéliques sont des sionistes antisémites. Et il ne faut pas oublier la puissance des évangéliques dans la vie politique d'un certain nombre de pays, en particulier américaine, où en gros ils constituent un tiers de l'électorat de M. Trump, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Et donc, effectivement, ce sionisme chrétien est aujourd'hui un soutien de la politique israélienne extrêmement important. Il ne faut pas oublier que ce sont les mouvements évangéliques, qui sont très riches aux États-Unis, qui financent la colonisation en Cisjordanie. Il y a beaucoup d'évangéliques qui financent et qui ont une influence tout à fait importante, pas d'ailleurs seulement aux États-Unis. N'oublions pas, ils ont une influence beaucoup plus importante que les lobbies juifs, ce qu'on a tendance à oublier. L'EPAC, le principal lobby pro-israélien, juif pro-israélien aux États-Unis, a beaucoup moins d'influence que les lobbies évangéliques. Et même ailleurs, quand on regarde... C'est très présent aussi en Amérique latine, hein, au Brésil, en Amérique latine. En Afrique. Aussi. Subsaharienne, très importante. Quand on regarde, c'est très intéressant d'ailleurs, quand la Cour internationale de justice a, sur la plainte de l'Afrique du Sud, a condamné Israël, la seule juge qui s'est élevée et qui a voté contre toutes les condamnations, c'était la juge ougandaise, parce qu'elle est évangélique. Donc effectivement, qu'il y a des liens. Cette question du sionisme chrétien, aujourd'hui, ce sionisme chrétien est un soutien, non pas seulement de l'État d'Israël, mais de la politique israélienne. Parce que le messianisme de ce sionisme, c'est la terre promise, c'est toute la terre promise, le fameux du fleuve à la mer. Voilà, donc... En mot de conclusion... Oui. Contre l'imposture de la civilisation judéo-chrétienne et contre les nationalismes des tous bords, le diasporisme est la solution. Oui, je pense que... Tu fais une sorte d'éloge au diasporisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, au fond, est-ce qu'il n'y a pas... C'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas s'il existe une culture juive, je suis loin d'en être convaincu, parce que si je prends ma propre personne, je suis quand même culturellement beaucoup plus proche, peut-être, d'un intellectuel arabe que
d'un juif polonais. Ça me paraît évident. Donc, qu'est-ce qu'une culture juive? Alors, pour les religieux, pour les croyants, oui, bien sûr, il y a un substrat commun qui est le substrat le substrat de la croyance, de la foi, parce qu'il y a une religion qui s'appelle la religion juive, incontestablement. Pour la culture, c'est effectivement, la culture juive, c'est, tu sais, profondément une culture diasporique. Et la culture israélienne n'est pas forcément la culture juive. Je crois qu'il faut dissocier la culture israélienne de la culture juive. Et je prends un exemple. Au fond, qu'ont essayé de faire les Israéliens? D'abord, Israël, l'idéologie d'Israël s'est créée en opposition totale à la culture diasporique. Parce que les Juifs diasporiques, c'était des gens qui s'étaient laissés emmener à l'abattoir, qui n'étaient pas... qui avaient été faibles en face de l'ennemi. Ça c'est le narratif israélien. Et au fond, les Israéliens... Moi, j'ai dit une chose, les Israéliens se raccrochent aux Hébreux, c'est-à-dire à ces royaumes hébreux. C'est pas pour rien qu'ils appellent la Cisjordanie la Judée-Samarie, à ces royaumes hébreux qui étaient des royaumes. Et les Palestiniens sont les Amaleks. Voilà. Et oui, les Palestiniens étant les Amaleks. Donc, au fond, ce que font cette culture israélienne qui se rapproche des Hébreux, c'est les Hébreux faisaient la guerre. Les Juifs n'ont jamais fait la guerre. Les Hébreux ont fait la guerre. Mais les Juifs diasporiques n'ont jamais fait la guerre. Jamais. Ça ne fait pas partie de la culture juive. Donc il y a des différenciations extrêmement importantes. Et Shlomo Sand, d'ailleurs, en a parlé dans certains de ses livres, hein, l'historien israélien Shlomo Sand, en disant... Il avait écrit un bouquin assez marrant qui s'appelait « Comment j'ai cessé d'être juif » et où il dit « Mais je ne suis pas juif, je suis israélien. C'est pas la même chose. » Et alors à ce moment-là, si je devais, bien qu'étant moi-même non pratiquante, non croyante, et je déteste le terme d'identité, mais si je devais l'employer, je dirais que ma dimension juive n'est qu'une partie de mes identités multiples. Mais on peut concevoir qu'une religion, d'ailleurs c'est un point commun quand même entre juifs et musulmans, dans la religion il y a un aspect culturel. Certes, il y a beaucoup de juifs ou de musulmans. Alors on fait quoi? Mais il y a beaucoup de juifs ou de musulmans qui ne sont pas croyants, pas religieux, pas croyants, mais qui respectent quand même, qui pour l'Aïd, voilà. Mais à ce moment-là, je dirais que, pour ce qui me concerne, je pense que ce que tu dis est tout à fait juste. Donc je me souviendrai toujours de ma grand-mère qui fêtait Pourim, et comme c'est une fête, c'est la seule fête juive qui est une fête joyeuse, Pourim, parce que toutes les autres fêtes juives sont pas joyeuses. Pourim, c'est une fête joyeuse, parce que c'est la fête d'Esther, et donc c'est Esther, la reine Esther, qui a sauvé le peuple juif. Donc on fait beaucoup de gâteaux à Pourim, donc j'adorais cette fête. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension. Moi je viens d'une famille extrêmement libérale, sans parler de mes parents qui étaient communistes, mais même du côté de mes grands-parents. Je vois Flavius Joseph, c'est marrant. Et donc, mais quand même, mon grand-père, qui était un homme très libéral, fêtait les grandes fêtes. Donc j'ai un souvenir d'enfance, de la fête de Pâques, de ma grand-mère qui faisait le grand nettoyage de Pâques pour chasser toute miette de pain. Bon, tout cela, effectivement, tu as tout à fait raison, tout cela fait partie aussi d'un certain habitus culturel, incontestablement. Donc il y a cette familiarité. Pour autant, je pense que, à part cela, qui est très vrai, de la même façon que pour un musulman qui même est un croyant, eh bien le souvenir de l'Aïd, le souvenir de Ramadan, et tout peut être est très structurant. Moi j'ai des amis, effectivement, musulmanes qui ne jeûnent pas, qui se fichent de Ramadan, qui sont incroyantes en disant « Oui, mais j'adore Ramadan ». J'adore Ramadan, c'est la fête, voilà. Donc c'est un peu la même chose, je pense. Pour autant, je pense qu'il y a des différences fondamentales entre la culture juive et la culture israélienne. Oui, voilà. Question quand même, on a encore un peu de temps, nous sur le chat. Diriez-vous que le Rassemblement national et l'extrême droite en France sont aussi des sionistes antisémites? Oui. Incontestablement, oui. C'est-à-dire que... La réponse était dans la question. Voilà, absolument. Bien entendu. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les plus sionistes des sionistes, c'est-à-dire les défenseurs de l'extrême droite sioniste.
Et là, on voit une parenté idéologique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est gouverné par son extrême droite, par l'extrême droite israélienne. Et là, on voit que l'État d'Israël, gouverné par l'extrême droite, où il y a eu la mort clinique de ce qu'on a pu appeler un sionisme de gauche, qui a existé dans l'histoire et qui n'existe plus, sauf dans des marges, vraiment des marges, aujourd'hui. Eh bien, toutes les extrêmes droites du monde se sentent solidaires de l'extrême droite israélienne. Donc il y a un regroupement idéologique très intéressant à analyser. Mais bien entendu, je pense que le Front National est un mouvement, pour ce qui concerne cette dimension-là, un mouvement sioniste antisémite, oui. Est-ce que, alors autre question, est-ce que l'extrême droite israélienne n'est-elle pas en train de tenter d'imposer sa culture propre aux juifs du monde entier sur la base de vous êtes avec nous ou contre nous? Alors, je signale juste en lien avec cette question l'excellent ouvrage de Sylvain Sipel, membre du comité de rédaction d'Orient 21. J'ai quand même un peu de pub pour ma chapelle. Oui. Et son ouvrage L'État d'Israël contre les Juifs. Bien sûr. Mais je te laisse répondre. Qui est un excellent ouvrage, absolument. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est justement cette prétention d'Israël, aujourd'hui gouverné par son extrême droite, de représenter tous les Juifs. Mais je crois qu'il est important de signaler qu'il y a une opposition à cette tentative, aussi bien chez les Juifs de la diaspora qu'en Israël même. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que cette opposition existe. Elle est aujourd'hui minoritaire, malheureusement, mais elle existe. Et elle existe davantage, effectivement, dans le reste du monde, mais aussi, y compris avec beaucoup d'intellectuels, de militants israéliens qui quittent Israël, en fait, tout à fait. Qui vont s'installer ailleurs. Et c'est le malheur, d'ailleurs, de ces pays gouvernés par les droites extrêmes, c'est que ce sont les plus libéraux qui les quittent. Voilà. Et je crains que par cette opération, comme dans un certain nombre de pays arabes d'ailleurs, où les élites intellectuelles les quittent, et donc ça laisse le champ libre aux droites extrêmes. Sophie Bessis, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir lu si attentivement ces textes. Je rappelle donc le titre de ton dernier ouvrage, La civilisation judéo-chrétienne, Anatomie d'une imposture, aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous pouvez aussi, alors je rappelle quand même, je vous écris d'une autre rive, Lettre à Hannah Arendt, dont vous pouvez lire le compte-rendu aussi sur Orient 21, qui est un texte, alors intellectuellement très intéressant, mais aussi très touchant parce qu'il est très personnel. Oui, je dis je dans ce texte. Oui, voilà, c'est un texte vraiment extrêmement touchant. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle carte blanche avec Horizon 21. Ce sera probablement avec Afrique 21. Je rappelle qu'Orient 21 et Afrique 21 sont deux sites indépendants, en libre accès. Donc c'est nos lecteurs et nos lectrices qui nous font vivre. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis au plaisir de vous retrouver donc chez nos camarades de Au Poste. Merci. Merci. Je n'imaginais pas qu'il y aurait 300 ou 400 000 personnes sur les ronds-points avec une veste jaune. Je ne l'ai pas vu venir, On ne sait jamais. Laquelle dégoûte est la dernière? On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. Moi je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. Manifestation monstre, tension maximale. La réforme de la SNCF, permis de statut, donc de la concurrence. Ça tend avec des blocages complets. Non, ça pas tant que ça, il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités dans l'enseignement supérieur. C'est une bombe.
on le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Au fond, même quand ça crispe, il faut y aller. Et donc on y va. C'est ça notre idée. On dit que la Seine, elle est dégueulasse, mais c'est parce que tout le 16e arrondissement se chie dessus, les amis. Oui. Aujourd'hui, sur la place de la République, artistes, journalistes, chercheurs, associations, mouvements citoyens, syndicats, sportifs, humoristes, nous sommes réunis ici pour faire face à la menace de l'extrême droite, pour montrer notre détermination et notre unité, pour faire la fête aussi, parce que c'est comme ça qu'on résiste, c'est aussi en faisant la fête, en créant de la joie, c'est comme ça qu'on résiste à la haine et à l'intolérance. Bonsoir la République, la vraie, la République vivante, la République de l'égalité des droits, sans distinction d'origine, sans distinction d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, la République démocratique et sociale. Ensemble, faisons en sorte que tout ça ne soit pas que des mots, des discours, de la performance. Nous avons besoin plus que jamais de solidarité. Tâchons d'être solidaires. Si vous pensez que l'extrême droite... Parce que pour tenir, il va vous falloir les policiers.